Imaginez la nuit qui aurait dû être pleine de rires, de câlins et de l'odeur du jambon rôti au four. À Noël en famille, comme tant d'autres dont nous rêvons depuis que nous sommes enfants. Mais pour moi, Erika, à 35 ans, ce dîner s'est transformé en un champ de mines de mots tranchants et de regards plus profonds que n'importe quel couteau à découper. Mes parents, côte à côte, le visage crispé par une rage qui semblait répéter, disaient en chœur, « Nous n'avons jamais eu de fille comme toi. » Devant tout le monde. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé et en même temps, il s'est libéré. Ce que j'ai fait ensuite a quitté la table dans un silence absolu, les verres à reins tremblants comme des feuilles dans le vent et l'esprit de Noël s'estompant dans l'air. Avez-vous déjà ressenti le poids de ne jamais être assez? De porter sur vos épaules le fardeau des attentes des autres, comme si votre propre vie était un projet rejeté? J'ai grandi ainsi, dans l'apparente perfection de Salem, dans l'Oregon, où notre maison impeccable cachait une bataille quotidienne pour l'acceptation. Ma mère, Sharon Larson, une ancienne institutrice d'école primaire, dirigeait la famille comme une directrice sévère. Les notes, les résultats et les apparences étaient en ordre, sans aucune marge d'erreur. Mon père, Charles, banquier à la retraite, suivait sans réserve ses règles, acteur secondaire silencieux dans ce théâtre de revendications. Et puis il y avait Monica, ma sœur de 3 ans mon aînée, le joyau de la couronne, brillante chirurgienne, épouse et mère exemplaire de Brooklyn, une fillette de 9 ans qui, ironiquement, était ma plus grande fan. Pendant que leurs diplômes et photos de fin d'études décoraient le réfrigérateur, mes cahiers d'histoire étaient enfermés dans le tiroir, comme des secrets honteux. Depuis toute petite, les mots étaient mon refuge. À l'âge de 10 ans, j'ai écrit ma première nouvelle sur une fille s'échappant d'une forêt hantée. Fièrement, je l'ai montrée à ma mère, attendant un câlin, félicitations. Qu'ai-je reçu? Un rapide coup d'œil aux pages et la phrase glaciale, c'est mignon, Erika, mais ça ne te mènera nulle part. Mon père n'a même pas levé les yeux du journal. Monica, quant à elle, collectionnait les médailles des expos sciences et les meilleures notes, toujours avec une longueur d'avance dans un jeu auquel je ne savais même pas jouer. Adolescente, la distance entre nous n'a fait que croître. Monica a gagné des places dans des programmes médicaux d'élite, je me perdais parmi les étagères de la bibliothèque, dévorant des romans et griffonnant mes propres mondes. Quand j'ai gagné un concours littéraire local à 16 ans, j'ai pensé qu'ils allaient enfin voir de la valeur en moi. Tromperie. Écrire ne paie pas les factures, a déclaré ma mère en jetant le certificat de côté comme si c'était une poubelle. Mon père haussa simplement les épaules, comme si mes rêves n'étaient qu'une phase passagère. Monica, avec un sourire supérieur, ajouta, peut-être que tu devrais essayer quelque chose de plus pratique. Ce n'était pas seulement une question de carrière. Ils avaient un moule, fille mariée, réussie, impeccable. Monica lui allait comme un gant. C'était la pièce qui n'appartenait pas au puzzle. Brooklyn, ma nièce, était mon rayon de soleil dans cette tempête. Elle se faufilait dans ma chambre, nous demandant des histoires sur les dragons et les pirates, et son rire rendait moins douloureuse la douleur des critiques maternelles du moins pendant un moment. Mais même son affection ne pouvait me protéger des comparaisons constantes. Lors des dîners de famille, ma mère faisait l'éloge des opérations chirurgicales de Monica ou des affaires de son mari, tandis que mes contributions indépendantes étaient accueillies par un « c'est super, chérie ». Lorsque mon père m'a posé des questions sur mon travail, c'était juste pour me rappeler que rien de tout cela n'est aussi stable que la carrière de votre sœur. J'ai appris à ravaler mes larmes et à sourire. Mais chaque mot, chaque regard de dédain alimentait une sourde colère que je ne savais pas comment apprivoiser. Tara Mitchell, ma meilleure amie et journaliste, était ma présentatrice. Entre café et rires amers, elle m'écoutait exprimer « Tes parents sont prisonniers de leur propre illusion. Tu n'es pas Monica, c'est ta force. » Ces paroles m'ont gardé les pieds sur terre, surtout lorsque Bryce Carter, mon petit ami et éditeur, est entré dans ma vie. Il a lu attentivement mes brouillons, donnant des commentaires qui m'ont donné envie d'écrire davantage. Mais tout le soutien du monde n'a pas pu effacer le sentiment de déception de la famille. À 30 ans, j'avais bâti une carrière modeste, des nouvelles publiées dans des magazines locaux, des lecteurs fidèles, mais jamais assez pour les Larson.
Chaque visite chez mes parents était un cruel rappel de ma place dans la hiérarchie familiale. Ma mère n'a jamais cessé de parler de « vrai métier » et le silence complice de mon père faisait autant mal que ses paroles. Monica, aujourd'hui chirurgienne de renom, semblait se délecter de son statut de fille parfaite, laissant entendre des allusions à mon passe-temps d'écriture. Seuls les yeux brillants de Brooklyn, avides de chaque histoire que j'inventais, me faisaient croire que ma voix comptait. Ces années d'épreuves m'ont façonné, pas comme ils le voulaient, mais elles m'ont rendu plus fort. Pendant longtemps, j'ai porté l'espoir qu'un jour je mériterais votre approbation, jusqu'à ce que je réalise que cette bataille était la mienne, et la mienne seule. 3 semaines avant Noël, mon téléphone portable a vibré avec un message de ma mère, froid comme un hiver de l'Oregon, dîner à la maison. 18h le 25. Soyez là. Pas d'affection, pas de « je t'aime ». Juste une commande. Mon estomac s'est retourné. Revenir dans cette maison signifiait affronter à nouveau le même scénario, des regards de dédain, des comparaisons avec Monica, un soupir de déception face à mon instabilité professionnelle. Pendant un moment, j'ai pensé ignorer le message, faisant comme si je ne l'avais pas vu. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être l'espoir obstiné que, cette fois, il me verrait. J'ai décidé d'apporter un cadeau, un petit livre avec un recueil de nouvelles que j'avais écrites, des histoires de courage et de rêves qui m'ont coûté des nuits blanches. Ce n'était rien de grandiose, juste des pages assemblées avec une simple couverture, nouée avec un ruban. J'ai passé des jours à revoir chaque mot, en ajustant les virgules, comme si la perfection de cet objet pouvait enfin acheter un petit morceau de fierté maternelle. Au fond, je savais que c'était un pari perdu. Sharon Larson n'accordait pas d'importance au passe-temps. Pourtant, j'ai imprimé les pages, relié le livre avec soin et me suis convaincue que cela valait la peine d'essayer. Le lendemain, j'ai rencontré Tara au café. Elle remuait son café au lait avec scepticisme, les yeux plissés. « Vous entrez à nouveau dans la fosse aux lions », prévint-il. « Ta mère va te détruire, comme toujours. » Elle connaissait bien le scénario. Je revenais des réunions de famille avec un sourire forcé, cachant les cicatrices laissées par les paroles de ma mère. Peut-être, admis-je, mais je dois le faire. Pas pour eux, mais pour moi-même. Pour prouver que j'existe. Tara soupira en s'adossant au dossier de sa chaise. Tu es plus courageuse que moi, Erika. Ne les laisse pas te briser. Plus tard, j'ai appelé Bryce. Il était à son bureau, entouré de manuscrits, et sa voix chaleureuse au téléphone ressemblait à un câlin. « Veux-tu que je vienne avec toi ?» proposa-t-il. C'était tentant. L'avoir à mes côtés pourrait atténuer l'impact des inévitables critiques. Mais c'était une bataille que je devais mener seule. « Non », répondis-je en serrant mon téléphone portable. « Je dois y faire face sans béquille. » Il fit une pause, puis dit « D'accord. Mais je suis toujours là. » Les jours passèrent et je me lançai à corps perdu dans la préparation du cadeau de Noël. J'ai édité le livre jusqu'à tard, chaque mot écrit comme un acte de rébellion silencieuse. J'ai imaginé le moment où je tendrais le livre à ma mère, elle feuilletant les pages, peut-être juste peut-être en souriant. C'était un fantasme naïf, mais cela m'a permis de continuer. J'ai également choisi une tenue avec soin, un pull discret et un jean, quelque chose qui disait « J'ai fait de gros efforts, mais pas trop ». Je ne voulais pas donner à ma mère une excuse facile pour m'attaquer. Tara m'a encore écrit quelques jours plus tard, toujours aussi direct, « Tu penses toujours que quelque chose va changer ?» Je n'avais pas de réponse. Je savais juste que cette fois, je ne partirais pas la tête baissée. Quelque chose avait changé. Et ce Noël serait le théâtre de cette transformation. Le message de Tara arrive la veille du dîner, court et précis, « Tu y vas vraiment ?» J'ai tapé la réponse avec des doigts tremblants mais fermes, « Oui. » Livre prêt. Prêt pour le peloton d'exécution. Elle a répondu avec un émoji rieur, suivi d'un message qui m'a fait sourire malgré le nœud au ventre, « Appelle-moi plus tard. Tu auras besoin d'une double dose. » C'était typique d'elle, savoir exactement quand j'étais sur le point de couler et lancer une bouée avec ironie et affection. À l'approche de Noël, l'anxiété me rongeait l'intérieur. J'ai vu en boucle le visage pincé de ma mère,
sa voix aiguë coupant l'air comme une lame traversant du papier d'emballage. Je savais qu'elle aurait quelque chose à dire sur le livre, sur mes vêtements, sur la vie que j'avais choisie ou, à son avis, que je n'avais pas réussi à choisir. Mais pour la première fois, quelque chose de nouveau me traversait, il ne s'agissait plus d'obtenir leur approbation. Il s'agissait d'exister sans le demander. De prouver, non pas à eux, mais à moi-même, que j'étais suffisant, même s'ils ne pourraient jamais le voir. Lorsque j'ai mis le livre dans le sac cadeau, je n'emballais pas seulement un objet. Je préparais un manifeste. Et alors que je me garais dans l'allée de mes parents, les lumières de Noël clignotant comme un avertissement en code Morse, j'ai serré le sac contre ma poitrine comme un bouclier. Mon cœur battait si fort que j'entendais presque l'écho sur l'asphalte. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je sonne à la porte. Ma mère m'a accueilli avec un sourire aussi serré que l'étreinte qu'elle ne m'a pas fait. « Tu es en retard, dit-il sèchement, ses yeux balayant mon pull et mon jean avec dédain. Tu n'aurais pas pu te ranger un peu? Je me forçai à sourire, ressentant la brûlure familière de la désapprobation, mais cette fois, au lieu de baisser la tête, je redressai les épaules. La circulation était dense, mentis-je, sachant que la vérité il m'a fallu 10 minutes de plus pour ne pas abandonner ne serait pas la bienvenue. À l'intérieur, la salle à manger était un décor de magazine, des couverts en argent étincelant, la dinde dorée au centre de la table, des gobelets en cristal reflétant la lumière du lustre. Mon père, au chevet du lit, feuilletait un journal avec l'air impassible d'un juge qui s'apprête à prononcer une sentence. Monica, impeccable dans un blazer qui coûtait probablement plus que mon loyer, riait de quelque chose que Michael avait dit, tandis que Brooklyn, la seule âme pure dans la pièce, courait vers moi, les yeux brillants. « Tante Erika, as-tu apporté une nouvelle histoire ?» a-t-il demandé en serrant mes jambes. J'ai hoché la tête en lui tendant le sac, mais ma mère l'a intercepté d'un mouvement trop rapide pour être désinvolte. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en sortant le livre comme s'il s'agissait d'une preuve d'un crime. Il feuilleta les pages, les lèvres pincées, le dégoût inscrit sur son visage. Un tas d'histoires courtes. « C'est ton cadeau ?» Il laissa échapper un rire sec. « Honnêtement, Erika, ça ne vaut même pas le papier. » La chaleur me monta au cou, mais cette fois, au lieu d'avaler les mots, je les tins comme un poignard dans ma manche. Nous nous sommes assis et le dîner a commencé comme un rituel de torture déguisé en célébration. Monica, bien sûr, a pris la parole la première, décrivant en détail sa dernière opération à l'hôpital, une procédure si innovante que ses collègues l'ont qualifiée de « génie ». L'hôpital parle déjà d'une récompense, a-t-il annoncé, sa voix résonnant comme un trophée brandi. Michael, son fidèle mari écuyer, a ajouté, elle sauve des vies tout en gérant une maison impeccable. C'est incroyable. Mes yeux restaient rivés sur l'assiette, chaque mot me rétrécissant un peu plus. J'ai essayé de m'insérer dans la conversation en mentionnant la publication récente d'une de mes nouvelles dans un magazine littéraire. Ma mère m'a coupé la parole comme si c'était un fil détaché. Écrire est une belle façon de passer le temps, Erika, mais quand vas-tu trouver un vrai travail? Son ton était celui d'un couteau dentelé. Mon père n'a pas levé les yeux de la dinde, mais son silence était un verdict. Monica sourit au-dessus de son verre de vin, l'ironie dégoulinant comme un poison. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les grandes choses. J'ai agrippé la fourchette jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches, la colère et l'humiliation se battant en moi. Brooklyn, indifférent à la tempête, a tiré sur ma manche. « Tante Erika, parle-moi du dragon dans ton livre. Il garde un royaume caché, n'est-ce pas ?» J'ai commencé à expliquer, mais ma mère m'a interrompu d'un ton sec. « Brooklyn, arrête de déranger ta tante avec des bêtises. Mange. » Le visage de la jeune fille s'est effondré et quelque chose en moi s'est brisé. « Ce n'est pas un non-sens, » dit-il d'une voix plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. Ma mère haussa un sourcil, un défi brillant dans ses yeux. « Ne réponds pas, Erika. Tu es invitée ici. » L'air devint épais, chargé comme avant une tempête. Monica a continué son monologue sur la conférence médicale à laquelle elle avait été invitée. « C'est un honneur, je suis pratiquement une célébrité dans mon domaine », a-t-elle lancé en me regardant de côté, comme si elle s'attendait à ce que je m'incline. Michael, toujours dans le cœur, a ajouté,
Elle est brillante. Il n'y a pas de comparaison. J'avais envie de crier que mes mots comptaient aussi. Que mes histoires parvenaient à des gens qui en avaient besoin, que j'existais au-delà de l'ombre ténue à laquelle on insistait pour me réduire. Mais sa gorge se serra, les mots collés comme des oiseaux contre une vitre. Jusqu'à ce que mon père parle enfin. Faible, comme si chaque syllabe pesait une tonne, Erika, tu devrais prendre exemple sur ta sœur. Elle a sa vie ensemble. Le silence qui suivit fut un coup de couteau. J'ai regardé Brooklyn, les yeux écarquillés et remplis d'une foi que personne d'autre à cette table n'avait en moi. Et soudain, j'ai senti une flamme s'allumer. Ma mère n'avait pas fini. Tu as 35 ans, Erika, dit-il en posant le verre sur la table avec un clic. Toujours à la poursuite de rêves comme un adolescent. Quand vas-tu grandir? Ma poitrine me faisait mal, les murs semblaient se refermer. Chaque critique, chaque comparaison, chaque regard de dédain s'accumulait en moi comme une avalanche sur le point de s'effondrer. Je ne le savais pas encore, mais j'étais sur le point de faire quelque chose qui allait tout changer. La dinde était servie et la tension dans la pièce était si épaisse qu'on pouvait la couper avec un couteau à découper. Chaque couvert heurtant l'assiette sonnait comme une horloge sur le point d'exploser. Je restais là, les mains jointes sur mes genoux, essayant de ne pas m'effondrer alors qu'il me démontait, morceau par morceau. Ma mère se pencha en avant, les yeux plissés comme des lames. Erika, tu gâches ta vie avec ces histoires, cracha-t-il, le dédain dégoulinant de chaque mot. À ton âge, il faut avoir une carrière solide, pas cette rêverie enfantine. Mon père hocha la tête, découpant la dinde avec une précision chirurgicale. Ta mère a raison. Assez de blagues. Il est temps d'être sérieux. Chaque mot était un coup de poing. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Monica m'a interrompu, sa voix tranchante comme un rasoir. Tu cours toujours après tes petites histoires, Erika? Il est peut-être temps d'admettre que tu n'es pas assez bien. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, faisant tournoyer le vin dans son verre, son sourire triomphant. Michael a ri, comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Brooklyn, cependant, regardait son assiette, ses petits doigts tripotant la pomme de terre. Quelque chose en moi s'est déchiré. L'air se raréfie, des années de critiques, de sermons, de silences condamnateurs reviennent comme un tsunami. J'ai essayé de retenir le regard de Brooklyn, cette étincelle de confiance qu'elle seule avait en moi. Mais ma mère ne voulait pas s'arrêter. Elle laissa tomber sa fourchette, sa voix s'élevant comme une lame aiguisée. Tu es embarrassante, Erika. Pas de mari, pas de travail décent, juste des griffonnages sans valeur. Nous n'élevons pas une fille comme ça. Et puis, en guise de verdict final, mon père a fait écho, d'une voix tonitruante à travers la table, nous n'avons pas de fille comme vous. Les mots tombèrent comme une guillotine. Quelque chose a cliqué. La vision se brouilla, mais la colère brûlait plus fort que les larmes. Je me levai si vite que la chaise craqua contre le sol. Mes mains tremblaient lorsque je ramassai le livre, le même que ma mère avait jeté sur la table comme un déchet. Vous ne décidez pas qui je suis, criai-je, ma voix cassante mais ferme. D'un mouvement brusque, j'ai jeté le livre sur la table. Il tomba avec un bruit sourd, renversant le verre de Monica. Du vin rouge s'est répandu sur la nappe impeccable, la tachant comme du sang. Les plats claquèrent, Brooklyn halta, surpris, et le silence qui suivit fut si épais qu'on pouvait entendre les cœurs de chacun s'emballer. Assez, criai-je, la poitrine haletante. Assez de jugement, de comparaison, de toutes ces conneries. Tu ne veux pas d'une fille comme moi? Alors tu n'en as plus. La pièce se figea. Brooklyn pleura doucement, les larmes coulant sur son visage. Monica sauta sur ses pieds, le visage rouge de fureur. Comment oses-tu gâcher notre dîner? Aboya-t-il en désignant le désordre. Michael essaya de lui attraper le bras, mais elle le lâcha d'un mouvement brusque. Ma mère me regardait, la bouche ouverte dans un « oh » silencieux, tandis que mon père se contentait de pierreux, le visage gris comme du marbre. Je n'ai pas attendu de réponse. Le sang battait à mes oreilles, un rugissement sourd qui couvrait toute voix de raison. J'ai arraché mon manteau de la chaise, mes doigts tremblants le laissant presque tomber au sol.
Brooklyn tendit la main, la voix pleine de larmes. « Tante Erika, s'il te plaît, ne pars pas. » Mon cœur s'est brisé sur le champ, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Je l'ai serré contre moi dans une brève étreinte, en lui murmurant dans les cheveux, « Je te verrai bientôt, d'accord ?» Puis je me suis retournée et je suis sortie, la porte claquant derrière moi avec un bruit qui résonnait comme un point final. L'air glacial de la nuit de Salem m'a frappé, mais il n'était pas à la hauteur du feu qui brûlait à l'intérieur. J'avais franchi une ligne et il n'y avait pas de pont pour revenir. Chaque pas dans la neige était une caresse sur la plaie ouverte, des années de tentatives, d'essais, de me réduire en miettes dans l'espoir qu'enfin il me verrait. Le moteur de la voiture a rugi lorsque je l'ai démarré, mes mains tremblant toujours sur le volant. Je suis allée directement à l'appartement de Tara, les phares traversant l'obscurité comme des couteaux. Elle a ouvert la porte avant que je frappe. Son visage s'adoucit quand il me vit, les yeux gonflés, le manteau froissé, la posture de quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules. « On dirait que tu reviens d'une guerre, » dit-il en m'entraînant à l'intérieur. L'odeur du café et de la cannelle dans son petit salon était un baume après l'air stérile et tendu de la maison de mes parents. Je me suis effondrée sur le canapé, toujours dans mon manteau, et j'ai laissé l'histoire se dérouler, les mots tranchants de ma mère, le sourire supérieur de Monica, le moment où j'ai jeté le livre sur la table et déclaré que j'en avais marre. Tara écoutait, les yeux fixes, pendant qu'elle versait 2 verres de vin. « Vous avez fait ce que vous deviez faire », a-t-il déclaré sans l'ombre d'un doute. « Ils n'ont pas le droit de définir qui vous êtes. » J'ai ensuite appelé Bryce, ayant besoin de sa voix calme pour m'ancrer. « Je suis chez Tara », parvins-je à dire, la voix brisée. Je ne pouvais pas rester là une seconde de plus. Il n'a pas hésité. « Tu as pris position, Erika. Il faut du courage. » Ces paroles étaient une corde jetée au-dessus du précipice de la culpabilité. Je lui ai parlé de la nappe tachée de vin, des visages choqués, des larmes de Brooklyn. Je détestais qu'elle me voie comme ça, avouai-je. La voix de Bryce devint plus douce. Elle comprendra un jour. Tu lui as montré ce que ça fait de se lever. Alors que Tara remplissait nos verres, mon téléphone portable a vibré. C'était mon père. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai répondu. « Erika, tu dois revenir et t'excuser, » dit-il, son ton tranchant comme une lame. « J'ai manqué de respect à ta mère et tu as gâché Noël. » J'ai serré fermement le téléphone, la colère s'est ravivée. Et je savais. « Non, papa, » répondis-je, ma voix ferme malgré les larmes. « C'est fini. Je ne vais plus mendier ton amour. Je n'y retournerai pas. » Il a commencé à discuter, mais j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais Tara tenait mon bras, ses doigts chauds et stables. « Tu étais sérieux, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai, sentant le poids de la décision s'installer dans mes os. Elle se rassit, pensive. « Tu sais, Erika, tu as passé toute ta vie à courir après leur validation. Mais regarde ce que tu as construit par toi-même, tes histoires, tes lecteurs, ta vie. » Les mots faisaient mal comme un pansement arraché à une vieille blessure. J'ai toujours pensé que j'avais besoin du signe de tête de ma mère ou de la fierté de mon père pour prouver que j'étais suffisant. Mais là, avec le soutien indéfectible de Tara, j'ai commencé à voir différemment. Ma valeur n'était pas liée à leurs attentes. Quelques heures plus tard, le téléphone portable vibra à nouveau. Cette fois, c'était Brooklyn. Sa petite voix tremblante mais claire retentit au téléphone. « Tante Erika, j'ai lu ton livre. » L'histoire du dragon était ma préférée. J'ai adoré le courage de la fille. Ma gorge se nouait et mes larmes coulaient. « Est-ce que tu as vraiment aimé ça ?» j'ai demandé. « J'aime toutes vos histoires, » répondit-elle sincèrement. « N'arrête pas d'écrire, d'accord ?» J'ai promis de ne pas m'arrêter, mon cœur se gonflant de gratitude. Les simples mots de Brooklyn étaient un baume sur les bords bruts de cette nuit. Quand j'ai quitté l'appartement de Tara, la neige s'était arrêtée et les rues étaient calmes. Je suis rentrée chez moi, revivant l'appel de Brooklyn, les conseils de Tara, les encouragements de Bryce. Pour la première fois, j'avais l'impression de pouvoir respirer sans que le poids de leur jugement ne m'écrase la poitrine.
Je ne venais pas tout juste de revenir de ce dîner, je m'étais libérée d'une vie passée à essayer de m'intégrer dans un moule qui n'avait jamais été le mien. Dans les mois qui ont suivi, je me suis lancée dans l'écriture, déterminée à prouver non pas à eux, mais à moi-même que ma voix comptait. Chaque goutte de douleur, chaque étincelle de révolte est devenue de l'encre sur le papier. Un roman sur une femme qui rompt avec une famille qui n'a jamais vu sa valeur. Des nuits blanches, du café froid sur la table, des notes de Bryce collées au mur comme des devises. Jusqu'au printemps, j'ai fini. Un petit éditeur a tenté ma chance. Lorsque le livre est sorti en librairie, la réponse m'a coupé le souffle. Les lecteurs ont envoyé des courriels expliquant comment l'histoire faisait écho à leur propre lutte. Un critique local a qualifié le livre de « brut et sans compromis » et un club de lecture de Portland m'a invité à prendre la parole. Pour la première fois, j'avais l'impression que ma voix résonnait au-delà des 4 murs de mon appartement. Pendant ce temps, à Salem, les conséquences de ce Noël se sont propagées comme des fissures dans la glace. Sharon et Charles n'ont montré aucun signe de vie depuis l'appel de mon père exigeant des excuses. J'ai appris de voisins de longue date qu'ils étaient devenus plus réservés, leur image impeccable ternie. Les murmures de « l'incident de Noël » ont circulé et son statut dans la communauté autrefois soutenue par des événements caritatifs et des services religieux du dimanche a commencé à s'effondrer. Même Monica s'est éloignée, écrasée par le poids d'être la fille parfaite. Il a arrêté d'assister au dîner de famille, se plongeant dans sa carrière et à Brooklyn. La famille Larson, autrefois pilier de la haute société de Salem, s'est effilochée. Je ne me suis pas réjouie. Leur effondrement n'a pas été ma victoire. C'était juste la récolte de ce qu'ils avaient semé. J'avais passé des années à rechercher leur approbation, mais maintenant je construisais ma vie selon mes propres conditions. Tara, toujours mon refuge, m'a gardé les pieds sur terre. Nous prenions un café ensemble et elle souriait. Vous êtes maintenant un auteur publié. Qu'est-ce que Sharon a à dire à ce sujet? Bryce était également présent à chaque étape du processus, lisant les brouillons, célébrant chaque réalisation. Leur confiance en moi m'a rappelé que la famille n'est pas seulement une question de lien de sang. Il est fait de ceux qui vous relèvent lorsque vous trébuchez. Le Noël suivant, j'ai décidé de réécrire la tradition. J'ai organisé un petit dîner dans mon appartement. Rien à voir avec les banquets impeccables de ma mère. Tara a apporté sa fameuse tarte au pecan. Bryce a rempli ma chambre de lumière scintillante. Des Brooklyn que Monica a laissé venir, dans une trêve silencieuse, est arrivé avec une carte faite à la main. C'est pour ton prochain livre, dit-il, les yeux brillants alors qu'il me tendait un dessin d'un dragon. Nous avons mangé, ri, partagé des histoires autour d'une table en plastique. La chaleur de cette nuit a rempli les vides que ma famille avait laissés derrière elle. Brooklyn a lu à haute voix un chapitre de mon roman, la voix pleine de fierté. Et là, au milieu des rires et des verres de vin, j'ai compris, c'était le genre de Noël que j'avais toujours voulu. Celui où j'étais suffisant. Avec le recul, j'ai vu le coût de leur besoin de contrôle. Sharon et Charles ont perdu leurs 2 filles à cause de leurs attentes rigides, leur réputation s'effondrant sous le poids de leurs propres mots. Monica, piégée dans leur ombre, a dérivé dans son propre isolement. Mais j'ai trouvé la liberté. Ma valeur ne venait pas de leurs éloges. Cela vient des histoires que j'ai racontées, des gens qui ont cru en moi, du courage de me tourner le dos. À tous ceux qui ont suivi ce voyage, merci pour. Écoutez-moi. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un miroir pour quiconque s'est déjà senti invisible, étouffé par les attentes des autres. Votre valeur ne réside pas dans ce qu'ils vous disent que vous devriez être, mais dans ce que votre cœur sait déjà que vous êtes. Dans vos choix, dans vos cicatrices, dans les personnes qui restent alors que le reste du monde exige que vous changiez. Ne laissez personne atténuer votre éclat simplement parce que cela éclipse sa médiocrité. La liberté n'est pas un endroit auquel on arrive, c'est le courage d'avancer même lorsque les mains qui devraient tenir les vôtres insistent pour pousser. Et maintenant, je veux savoir, quelle est votre histoire de rupture? Où avez-vous trouvé la force de dire, ça suffit? Partagez. Parce que c'est dans les voix qui s'unissent que le changement prend du poids et personne ne devrait porter seul le fardeau de la liberté.